Bonjour et bienvenue. Dans ce troisième épisode de Paléobio, je vous propose qu'on s'intéresse à un touche-à-tout de la paléontologie. Il est le biologiste à l'origine du mot dinosaure, et comme vous le verrez rapidement, il n'était pas du tout destiné à faire ça au départ. Je veux bien sûr parler de Sir Richard Owen. Générique. Richard Owen naît le 20 juillet 1804 et va grandir à Brock Street, à Lancaster, au nord-ouest de l'Angleterre. Il est l'un des 6 enfants de Catherine Parra et de Richard Owen. Oui, il a le même nom de son paternel, ça se faisait à l'époque. Son père est un marchand anglais antillais, tandis que sa mère est d'origine française, puisqu'elle descend des Huguenots. Les Huguenots sont des Français protestants durant la guerre de religion qui s'est déroulée durant la seconde moitié du XVIe siècle. Merci Wikipédia. Son père disparaît alors qu'il n'a que 5 ans, et de 11 à 18 ans, il va étudier à la Lancaster Royal Grammar School. Puis, en 1820, toujours à Lancaster, il va étudier chez un apothicaire et chirurgien. Ce n'est qu'en 1824 qu'il quitte Lancaster pour Édimbourg et intègre l'université de médecine. Mais il va quitter l'université l'année suivante afin de poursuivre ses études à l'hôpital Saint-Barthélemy de Londres, influencé par le grand chirurgien de l'époque, John Abernethy, populairement connu aujourd'hui pour avoir donné son nom au biscuit Abernethy. Il envisage un temps la carrière médicale habituelle, mais s'intéresse rapidement pour la recherche en anatomie. Et Abernethy le pousse à accepter le poste d'assistant du conservateur du musée du Royal College of Surgeons. C'est là qu'il délaisse totalement la carrière classique de médecine pour se lancer totalement dans la recherche en anatomie. Son travail consiste alors à préparer les collections pour le musée, et c'est là qu'il va acquérir des compétences dans le domaine de l'anatomie comparée. En une phrase, l'anatomie comparée, c'est la science qui a pour but de comparer différents squelettes de différentes espèces afin de placer ces fameuses espèces dans l'arbre évolutif. Cet emploi va également permettre à Richard Owen de disséquer à peu près toutes les bestioles qui lui passeront sous la main, jusqu'aux animaux morts du zoo de Londres. Du coup, en 1831, à l'âge de 27 ans, il devient sans grande surprise le contributeur le plus prolifique en articles d'anatomie. Et un an plus tard, il rédige sa première publication, un mémoire sur les nautiles. Et il en profite au passage pour séparer les céphalopodes en 2 classes, les Dibranchiata et les Tetrabranchiata. Une classification qui est d'ailleurs toujours d'usage aujourd'hui. En 1835, il épouse Caroline Amelia Clift, qui lui donnera un fils, William. Et la même année, il découvre une nouvelle espèce de nématode. La trichine. La trichine, de son nom scientifique Trichinella spiralis, est responsable d'une infection parasitaire qu'on appelle la trichinellose ou la trichinellose, qui, comme vous le savez très probablement, est une zoonose némathelmintique. Je m'explique. Zoonose, ça veut dire que c'est une maladie qui nous vient des animaux. En effet, on attrape la trichine en consommant de la viande de nombreux mammifères, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Némathelmintique fait quant à lui référence à 2 choses. D'un côté, nématode, qui désigne des vers ronds, et de l'autre côté, helminthe, qui est le nom compliqué pour ver parasitaire. La trichinellose est donc une infection parasitaire causée par un ver rond, la trichine, qui nous vient des animaux. Une zoonose némathelmintique. Limpide. Le cycle parasitaire est quant à lui relativement simple. Après l'ingestion par l'hôte de viande parasitée, les larves de parasites vont se retrouver directement dans son tube digestif et vont migrer vers la paroi de son intestin grêle. Là, elles vont grandir, devenir adultes et s'accoupler. Les femelles vont pondre directement de nouvelles larves qui vont migrer vers les muscles en passant par la lymphe puis le sang. Arrivées dans le muscle, les larves vont se protéger en s'enfermant dans une coque. On dit qu'elles s'enquissent. Et elles vont attendre là, tranquillement, que le muscle de l'hôte se fasse bouffer pour perpétuer le cycle. La trichine se retrouve sur l'ensemble de la surface du globe dans la viande de pas mal d'animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques. On retrouve pêle-mêle le sanglier, le cochon, le cheval, le chat, le rat, le renard, etc. La maladie comporte 2 formes principales. Une forme digestive initiale qui associe nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, au moment où les adultes transforment la paroi du tube digestif en grand club échangiste, et une forme systémique au moment où les larves migrent à travers l'organisme pour rejoindre les muscles. Et là, ça associe
Douleurs musculaires, fièvre, fatigue généralisée et œdème de la face. Chez l'homme, en raison du fait qu'on se fait quand même rarement bouffer, la trichine se retrouve dans ce qu'on appelle une impasse parasitaire. En effet, son cycle ne peut pas continuer. Les larves vont rester enquistées pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avant d'être détruites par l'organisme et se calcifier. Donc le traitement médicamenteux existe, il est juste pas indispensable. Le meilleur moyen de lutter contre l'infection, c'est de bien cuire la viande. La congélation, par contre, elle, n'est pas très efficace. Voilà, bisous. En 1836, il passe professeur au Royal College of Surgeons. Il commence alors à travailler sur les ossements fossiles ramenés d'Amérique du Sud lors du voyage d'un certain Charles Darwin sur le Beagles. En 1839, il reçoit la médaille Wollaston, un prix scientifique de géologie et la plus grande distinction qui peut être remise par la Geological Society of London. La même année, il décrit le diprotodon, qui est le plus grand genre de marsupiaux de tous les temps, mais également un des plus gros animaux de la mégafaune australienne du Pléistocène. Les premières traces de cet animal sont datées de 1,6 million d'années et on pense qu'il aurait disparu il y a environ 46 000 ans. L'année suivante, il décrit le glyptodon, une sorte de tatou géant, mais parce que le bestiau faisait 2 tonnes quand même, qui serait apparu il y a 30 millions d'années et qui aurait disparu il y a de cela 10 000 ans lorsque l'homme a mis les pieds en Amérique du Sud. À partir de 1840 et jusqu'en 1845, il rédige Odontographie, ou traité sur l'anatomie comparée des dents, leurs relations physiologiques, leur mode de développement et leur structure microscopique. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dans le même temps, il rédige un mémoire sur l'Aptérix, que vous connaissez plutôt sous le nom de kiwi, l'oiseau, pas le fruit. En 1842, il publie Description of the Skeleton, En 1842, il publie Description of Skeleton. En 1842, il publie Description of the Skeleton of an Gigantic Sloth, où il décrit le mylodon, un espèce de paresseux de 3 mètres qui ressemble plutôt à un ours. En 1843, alors qu'il a 39 ans, il est élu membre étranger de l'Académie des sciences royales suédoises. En 1844, il publie anonymement Vestiges de l'histoire naturelle de la création, publication dans laquelle il va pouvoir exposer ses idées sur la transmutation des espèces. La transmutation au 19e siècle, c'est un petit peu le précurseur de la théorie de Darwin, un concept qui se rapproche même plutôt du lamarckisme. Et donc le lamarckisme, ce serait le darwinisme, mais avec de nombreuses et grosses erreurs. Par exemple, la pression environnementale passe complètement à la trappe, et dans cette idéologie, les animaux évoluent toujours vers un mieux. Plus grand, plus fort, plus beau, bref. Explication somme toute très rapide, mais que les puristes m'excusent, ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. On s'étalera dessus un peu plus tard. Et la même année, et jusqu'en 1846, il va publier Histoire des mammifères et oiseaux fossiles britanniques. Mais cette période est l'une des plus sombres dans la vie de Richard Owen, puisqu'après plusieurs années d'affaires de plagiat où il oublie de citer des personnes qui l'ont aidé dans son travail, quand il ne s'attribue pas carrément leur travail, il s'attribue cette fois-ci une partie du travail sur les belemniks qu'il a publié en 1844 et qui lui vaudra la médaille royale en 1846. Les fossiles avaient été récoltés par un tiers dont le travail n'a pas été reconnu, et par conséquent il perd ses fonctions à la Geological Society et à la Royal Society. Une paire d'années plus tard, en 1848, il publie Archétypes et homologie des squelettes de vertébrés, où il donne sa vision de l'ancêtre hypothétique de tous les vertébrés. Mais ces idées se heurtent aux données apportées par l'embryologie domaine qui l'ignore complètement. En 1849, il prend la suite de William Clift, qui l'avait assisté en tant que conservateur au Royal College of Surgeons. Et à partir de cette année et jusqu'en 1884, il va publier en 4 volumes Histoire des reptiles fossiles britanniques. En 1851, il reçoit la médaille Copley et participe à des reconstitutions grandeur nature de sculptures de dinosaures au Crystal Palace. En 1856, il quitte son poste de conservateur du musée du Royal College of Surgeons pour devenir directeur du département d'histoire naturelle du British Museum, dont les collections vont être transférées au musée d'histoire naturelle de Londres, ce qui va l'obliger à quitter ses fonctions au British Museum afin d'intégrer le tout beau tout neuf Musée d'histoire naturelle de Londres. En 1860, il va décrire le Megatherium, sans doute le plus célèbre des paresseux géants, et cousin du mylodon dont on parlait tout à l'heure. En 1863, il va publier une monographie sur l'Archéoptérix, et si je ne vais pas décrire l'Archéoptérix,
En revanche, Wikipédia décrit la monographie comme un livre complet ou un traité non périodique en un seul volume, qui se veut donc exhaustif, ou en tout cas destiné à être complété par un nombre limité de volumes. En 1870, il va s'intéresser aux ongulés, non là je parle pas du nez, clades qu'il va séparer en deux groupes, les arctiodactyles qui possèdent un nombre pair de doigts et les périssodactyles qui possèdent un nombre impair de doigts. En 1878, il reçoit la médaille Clark et en décembre 1883, il est fait chevalier de l'ordre du bain. En 1884, il prend sa retraite de directeur du musée d'histoire naturelle, ce qui ne l'empêche pas quand même de publier Ancienneté de l'homme déduite des découvertes de squelettes humains dans les excavations des docks de Tilbury. Titre tout à fait explicite, mais foutrement long. En 1888, il reçoit la médaille Linnéenne et décède quelques années plus tard, le 18 décembre 1892. Il a alors 88 ans, il a enterré sa femme et son fils, et sa seule famille encore en vie sont ses 3 petits-enfants, dont Emily Owen, à qui il lègue une grande partie de sa fortune, 33 000 livres. Ce passionné d'anatomie, étudiant en médecine, fut un touche-à-tout de la paléontologie. Il a publié sur chaque groupe d'animaux, ou presque, qu'ils soient actuels ou éteints, invertébrés comme vertébrés, révolutionnant au passage la classification. Et malgré les accusations de plagiat et le caractère abominable de la personne, oui parce que j'en ai pas parlé mais c'est une vraie crevure en fait le mec, l'ampleur du travail du génie ne peut être négligée. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à Primum Note de série qui a bien voulu participer à cette vidéo. Si vous voulez aller voir sa chaîne, c'est juste ici. Si vous voulez vous abonner, c'est juste là. Vous savez que je suis disponible sur les réseaux sociaux. Et si on se revoit pas d'ici là, je vous dis à dans 2 semaines dans une prochaine vidéo. Ciao. En 1835, il épouse Amelia Carolina Clift, qui lui donnera un fils.